Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers où l'on parle de sommeil, de nutrition, de santé physique et de santé mentale et comment améliorer ses habitudes pour être en meilleure santé basé sur la science et l'expérience. Je suis Baptiste Tasson et je suis un étudiant pour la vie qui partage les choses que j'apprends concernant la santé pour en faire bénéficier le plus grand nombre gratuitement et rapidement. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du sommeil en général, de la science du sommeil aussi, et de comment vous pouvez améliorer votre sommeil dans une série de 2 épisodes, commençant par celui-ci. Vous le savez, je le répète très souvent, mais le sommeil, c'est pour moi le pilier le plus important. Si vous ne savez pas par quel pilier commencer, pour améliorer votre santé, je pense que le sommeil, c'est le premier que vous devez auquel vous devez vous intéresser, bien sûr. C'est pour moi le pilier fondamental. Bien dormir, ça nous donne, eh bien, des capacités mentales, des capacités physiques, des bons niveaux d'énergie, mentaux, heu et physiques aussi. Ce qui nous permet donc de pouvoir améliorer notre santé physique, notre santé mentale et puis, ça régule aussi nos hormones et cetera, ce qui nous permet aussi de mieux gérer notre alimentation. Bref, pour moi, le sommeil, c'est vraiment le pilier des 4 piliers. Voilà, sans, le sommeil, les 3 autres piliers, ils seraient vraiment, ils sont très bien. Si vous avez les 3 premiers piliers, vous allez déjà être bien. Mais voilà, le sommeil pour moi, c'est le pilier le plus important. Et donc, ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait d'épisode sur le sommeil, sur le podcast. On a beaucoup fait de santé physique, de nutrition et on a fait le tout premier épisode de santé mentale, il y a 3 semaines de ça maintenant. Mais voilà, ça faisait, plus quelques mois là, peut-être pas loin de 2 mois que j'avais pas, sorti d'épisode sur le sommeil. Et donc je me suis dit, voilà, pourquoi pas reprendre un peu des choses que j'ai pu dire sur les épisodes précédents, rajouter un peu de nouvelles choses, etc. Bref, refaire un petit speech sur le sommeil parce que c'est toujours important et de toute façon, la meilleure manière d'apprendre quelque chose, eh bien, c'est grâce à la répétition. Voilà, et puis même pour moi, en fait, hein, ça me permet eh bien, de réapprendre certaines choses, de redécouvrir certaines méthodes, certaines choses que je peux mettre en place, que j'avais potentiellement oubliées, et voilà, qui m'étaient passées, par-dessus la tête. Voilà, et toujours, voilà, essayer de faire, eh bien, des expérimentations. Bref, tout le monde a une notion subjective, une sorte d'instinct sur la qualité de son sommeil. Si on vous demande dès votre réveil si vous avez bien dormi, vous serez capable de donner une estimation de si oui ou non vous avez bien dormi. En général, ça va bien sûr être basé sur vos sensations, sur votre ressenti au moment de votre réveil. Cependant, ce que alors je viens de le dire, c'est en fait cette affirmation, elle est subjective et la science, elle est différente de ce point de vue-là. Côté science, il y a les 4 macros du sommeil qui sont là pour pouvoir évaluer la qualité d'une nuit. Et il y a une formule simple et que je vous recommande de vous souvenir, c'est la formule QQRT. QQRT, c'est pour qualité, régularité, timing. On a fait, ça doit être le tout premier épisode du sommeil, donc après le NSDR et après les microplastiques, peut-être le deuxième vrai épisode du podcast. Sur optimiser son sommeil. On en a vraiment parlé en détail, mais je vais les réexpliquer pour les nouveaux et puis, parce que c'est toujours important, même pour moi de faire cet, exercice-là, d'essayer de me rappeler un peu toutes les choses. Donc la quantité, c'est tout simplement de, dormir entre 7 et 9 heures par nuit, toutes les nuits. Ça, on le sait, voilà, il faut en général, ça dépend, les personnes bien sûr, il y en a qui s'en sortent bien avec 7 heures de sommeil, d'autres qui ont besoin de 9 voire plus, mais en moyenne, voilà, entre 7 et 9 heures, on a la majorité de la population et encore une fois et ça aussi je le répète tout le temps, mais il y a une différence entre être dans le lit pendant 7 à 9 heures et dormir.
pendant 7 à 9 heures. Et ça, eh bien, on peut le mesurer grâce à la qualité justement de votre sommeil, puisqu'il y a deux facteurs pour mesurer la qualité de votre sommeil. Et un de ces facteurs, c'est justement, eh bien, le, comment dire? C'est un ratio entre le temps passé à dormir et le temps passé dans le lit, ce qu'on appelle l'efficacité du sommeil. L'efficacité du sommeil, si vous êtes un bon dormeur, elle est supérieure à 85%. C'est-à-dire que si vous passez 10 heures dans le lit, vous allez dormir plus de 8h30. Voilà. Ça, c'est pour des bons dormeurs. Un sommeil de qualité, c'est un sommeil qui a une efficacité. Donc encore une fois, le ratio du temps de sommeil sur le temps passé dans le lit qui est supérieur à 85% parce que dans tous les cas, vous n'allez jamais dormir autant que le temps que vous avez passé dans votre lit. C'est impossible pour la simple et bonne raison que vous avez la latence du sommeil. La latence du sommeil, c'est quand vous allez vous endormir. Euh, Si vous avez un rythme qui est adapté à votre biologie, et on va en revenir avec le timing notamment, bah, en fait, la plupart du temps, vous allez mettre 10, 15, peut-être 20 minutes avant de vous endormir. Le temps que votre corps finisse de se préparer et déconnecte vraiment. Si vous mettez moins de 5 minutes à chaque fois pour vous endormir, c'est que vous avez mis votre corps à trop rude épreuve. Alors, de temps en temps, bien sûr, ça arrive, et ça, c'est pas, un problème. En revanche, si ça devient chronique, si c'est, toutes les nuits, que à peine votre tête touche l'oreiller le soir quand vous allez vous coucher, et bien, si à peine votre tête touche l'oreiller, vous vous endormez, c'est qu'il y a un problème, dans vos horaires. C'est que vous vous couchez probablement trop tard ou que vous ne dormez pas assez. De toute façon, voilà, vous avez trop fatigué votre corps, donc il faut faire attention. Et puis, dans la nuit, vous allez évidemment vous réveiller de temps en temps, etc. Bref, et puis même le matin, peut-être avant que votre réveil sonne, vous allez être réveillé 10 minutes avant. Bref, vous n'allez jamais dormir la même quantité de temps que ce que vous avez passé dans votre lit. Donc, c'est important, avec une bague, avec une montre, avec n'importe quel appareil qui peut le faire, de traquer son sommeil, de savoir combien de temps vous avez passé dans le lit. Ça, vous le savez à peu près parce que vous avez des horaires, et on l'espère parce que c'est le point d'après, réguliers. Voilà, des horaires réguliers. Vous vous couchez et vous levez quasiment tout le temps aux mêmes horaires, plus ou moins 15 minutes. Mais ça, on va en reparler, bien sûr. Et donc, ça, bah, ça fait que vous savez, voilà, si vous couchez à 20 heures, vous vous levez à 5 heures du matin, vous savez que vous avez passé 9 heures dans le lit. Et donc ensuite, bah, grâce aux appareils, vous allez savoir combien, de temps vous avez dormi. Le deuxième facteur pour mesurer la qualité, c'est, lié à la fragmentation de votre sommeil. À quel point votre sommeil est fragmenté, c'est-à-dire à quel point vous vous réveillez la nuit. Si vous vous réveillez très souvent, que votre sommeil est très fragmenté, bah, ça peut être délétère. Ça peut être, nocif pour vous puisque, bah, ça va, vous empêcher d'avoir de longues phases de sommeil profond ou de longues phases de sommeil paradoxal qui sont des phases de sommeil qui sont hyper importantes, bien sûr, pour votre corps. Le, 3e donc macro du sommeil, le R de la formule QQRT, c'est donc la régularité, donc se coucher et se lever aux mêmes horaires tous les jours, peu importe que ce soit une semaine de travail, le week-end ou des vacances, tous les jours se lever aux mêmes horaires, plus ou moins 15 minutes. Et ça, comment est-ce que vous déterminez vos horaires? Eh bien, dans un monde idéal, vous le faites en euh, découvrant, en cherchant quel est votre chronotype. Vous en avez une petite idée. Qu'est-ce que votre chronotype? Votre chronotype, c'est tout simplement, est-ce que vous êtes plutôt du matin? Est-ce que vous êtes plutôt neutre, au milieu? Ou est-ce que vous êtes plutôt du soir? Donc, en général, si vous êtes du matin, il y a 2 types. Il y a les matinaux extrêmes et les matinaux tout court. Donc, c'est le genre de personnes qui vont se coucher entre 20 heures et 21h30 et qui vont se lever entre 4 heures, 4h30 et jusqu'à 6 heures, 6h30, quoi. Ça, ce sont les types matinaux et ça,
quand je donne ces horaires-là, c'est naturel. C'est-à-dire que votre chronotype, il est génétiquement, imprimé dans vous, vous pouvez pas le changer. Vous l'avez depuis la naissance, c'est comme ça. Donc naturellement, si vous étiez sur une île déserte et que vous n'aviez rien à faire, aucune obligation et cetera, aucun accès à aucune horloge et cetera et que vous viviez purement avec la nature et cetera, et ben, naturellement, votre heure de coucher, si vous êtes un type matinal, bah, en fait, vous allez commencer à être fatigué vers, 20:00, voilà et puis 20:30, entre 20:30 et 21:30, c'est là où vous allez vous coucher et puis naturellement, vous allez vous réveiller le lendemain, entre 4 heures et 6h30 en gros. Ensuite, on a les neutres. Donc les neutres, eux, c'est plus, entre 22-23 heures, qui vont se coucher et puis ils vont, se lever naturellement, entre, 7 heures et 7 heures et 8 heures en gros. Et puis, pour les types du soir, donc il y a les soirs, le type du soir tout court et le type du soir extrême là aussi. Pour le type du soir, on va être aux alentours de minuit, 1 heure du matin pour se coucher. Pour le type du soir extrême, ça va être entre 1 heure et 3 heures du matin. Et pour les heures de réveil, eh ben, ça va être du coup entre 8 heures et 10 heures, 10 heures et demie. Donc là, le problème, c'est que vous en avez bien conscience. Là, je viens de vous dire ça. Bon, premièrement, il y en a qui vont se demander pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de diversité? L'explication, elle est très simple d'un point de vue évolutif. Passer 8 heures à dormir, ben, c'est extrêmement dangereux. Passer un tiers de sa journée dans cet état d'inconscience, c'est très dangereux pour nous. Donc, eh ben, la nature, au cours de l'évolution, a fait en sorte qu'il y ait presque tout le temps sur cette fenêtre de 8 heures quelqu'un qui soit réveillé pendant que certains dorment. Donc quand les types matinaux vont aller se coucher, les types du soir et neutres, eux, ils seront toujours là, toujours debout, à veiller sur le groupe. Donc ça fait de la protection. Et puis le matin, quand les matinaux vont se réveiller, et ben eux, ils pourront veiller à leur tour sur les types neutres et extrêmes, et du soir, pardon, qui, eux, seront en train de finir leur nuit. Donc, en fait, on passe d'une plage de 8 heures où il y a tout le monde qui dort et où c'est hyper dangereux pour nous, à une plage de seulement entre 1h30 et 2 heures en fait, hein, au milieu de la nuit. Heu, voilà de 2 heures, 2h30 du matin à 4 heures, 4h30. Là, il y a quasiment plus personne qui est réveillé. Mais du coup, ça restreint énormément cette fenêtre et on est vulnérable pendant beaucoup moins longtemps parce que 8 heures, c'était beaucoup. Voilà pourquoi. Et le second problème, c'est que, bah, vous vous dites bien que le problème, c'est que dans notre société actuellement, ben, ce sont au final les types matinaux qui gagnent. Il y a un adage qui dit que, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Bah, ça, c'est pas vrai parce que si vous êtes un type neutre ou un type, du soir ou du soir extrême et que vous vous levez à 6 heures du matin, et ben, vous aurez pas eu un sommeil de super qualité et vous aurez tout sauf envie d'être actif. La seule chose que vous aurez envie de faire, c'est de prendre un gros café, voire plusieurs, pour vraiment vous booster et pour vous chauffer à travailler. Alors que si vous vous étiez réveillé à vos horaires biologiques, adaptés à votre chronotype, bah, vous n'auriez pas eu besoin de café parce que, bah, évidemment, vous auriez passé une bien meilleure nuit. Bref, donc il y a tout ce problème-là. Donc vous avez certainement une notion de est-ce que vous êtes plutôt du matin ou plutôt du soir. Idéalement, vous allez pouvoir adapter vos horaires de travail, hem, vos horaires de lever, de coucher, pour que ça rentre à peu près comme il faut et pour pas que vous soyez trop loin de votre chronotype et pour que vous soyez à peu près en accord avec votre biologie. Je sais que c'est pas facile, justement parce que, bah, beaucoup d'emplois, même avant de rentrer dans le monde du travail, à l'école, mais voilà, beaucoup d'emplois, bah, requièrent, une présence assez tôt, malheureusement. Et vous avez pas forcément la possibilité d'avoir, des horaires modulables, ce qui est dommage. Parce que, bah, ça bénéficierait à tout le monde puisque vous seriez en meilleure santé, vous auriez une meilleure énergie, une meilleure productivité, et donc ben, les entreprises seraient potentiellement plus rentables. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc QQRT, très important, quantité, qualité, régularité et timing.
Concrètement, si vous faites attention à ces 4 macros, vous avez déjà fait 80 à 85 du chemin vers une bonne nuit de sommeil. Très sincèrement, c'est un truc hyper important. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment super important à faire et à essayer d'optimiser. Concernant la qualité de votre sommeil, si vous passez 9 heures dans le lit, mais que l'efficacité de votre sommeil est de 60 à 70%, alors il peut être intéressant de faire une thérapie de privation de sommeil pour forcer votre corps à être efficace quand il dort. Bien évidemment, il faut consulter un professionnel de santé pour faire ce genre de thérapie. Je ne vais pas vous prescrire des thérapies de privation du sommeil sans la supervision d'un professionnel, bien sûr. Je vous donne juste l'information comme quoi c'est possible d'en faire, ça existe. Ces thérapies, en quoi elles consistent? Eh bien, au lieu de passer 9 heures dans le lit, vous n'allez en passer plus que 6h30 par exemple. Donc sur les premières nuits, il n'y aura pas trop de changements sur de votre efficacité du sommeil, mais au bout de 2-3 nuits, votre efficacité va être très proche normalement des 95. Et une fois que votre efficacité est stable à de hautes valeurs, sur 6h30 de sommeil, eh bien, on va augmenter progressivement, le temps passé dans le lit et on fait ce petit jeu aussi souvent que nécessaire pour que vous puissiez, en passant 8 ou 9 heures dans le lit, avoir le temps de sommeil nécessaire pour vous et pour avoir bien récupéré et cetera. Parce que, bah, c'est très important. Voilà, en fait, vous allez, accumuler, de la fatigue, hein, avec cette technique et du coup, bah, votre cerveau, il va à un moment, au bout de 2-3 nuits, se dire: «OK, là, j'en peux plus, il va falloir vraiment qu'on dorme et qu'on donne tout sur le sommeil». C'est un peu ça le but de ces thérapies. C'est un peu la même chose que si vous faites une séance de musculation habituellement en 1 heure et que vous devez maintenant la faire en 30 minutes. Vous allez être bien plus efficace, si vous voulez tout faire en 30 minutes plutôt qu'en 1 heure. Vous n'allez plus perdre de temps sur votre téléphone entre les séries, par exemple. Et si malgré cela, vous continuez à vous réveiller plusieurs fois par nuit, c'est qu'il y a soit un problème de santé, par exemple de l'apnée du sommeil, soit que votre mode de vie n'est tout simplement pas bon, et ça peut être lié à la caféine, à l'alcool, à l'exposition à la lumière, à la gestion du stress et de l'anxiété. Ce dernier point, c'est une des principales raisons menant aux troubles du sommeil chez une personne. En effet, le stress va engendrer des réactions dans le corps et dans le cerveau. Pour ce qui est du corps, la première chose qui va être impactée va être l'équilibre entre les deux branches du système nerveux, la branche sympathique, donc la branche de lutte ou fuite, fight or flight en anglais, et la branche parasympathique, plus calme, plus reposant, c'est un autre état. Si vous êtes un bon dormeur, vous allez passer sur le système nerveux parasympathique durant votre sommeil, voilà, ce qui est royal globalement pour un bon sommeil. Si en revanche vous êtes trop stressé ou anxieux, c'est le système sympathique qui est pas du tout sympathique du coup en réalité, c'est ce système-là qui va être activé, ce qui entraîne un rythme cardiaque plus élevé, une pression sanguine trop forte pour pouvoir favoriser le sommeil et aussi une température de votre noyau trop élevée. Et la combinaison de ces 3 choses fait qu'il est extrêmement difficile de s'endormir. Si vous ajoutez, en plus un second système dans votre corps, l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, bonjour, HPA, en anglais, hein, ça vient de l'anglais HPA. Voilà, bon, cet autre système, il contrôle les réactions au stress. Une partie il part de l'hippocampe et il va jusqu'à l'hypophyse. L'hypophyse, c'est une glande endocrine, c'est-à-dire une glande qui libère des hormones et notamment, dans ce cas-là, de l'adrénaline. Eh bien, soudainement, vous êtes donc envahi de cortisol dans votre organisme, ce qui va vous empêcher de vous endormir. Donc la combinaison de ces 2 systèmes, ça fait pas bon ménage.
Le problème, comme j'en parlais dans nos sociétés modernes, est que l'on ne prend plus le temps de réfléchir lorsque l'on est éveillé et le seul moment où on le fait est quand notre tête touche l'oreiller. Soit au pire moment possible pour faire ça finalement, car vous allez ruminer. En plus, vous allez dramatiser les choses encore plus, car n'importe quel événement paraît bien 2 fois plus fort, 2 fois plus insurmontable dans l'obscurité de la nuit qu'à la lumière du jour. Et cela va donc en prime activer votre système nerveux sympathique, qui n'est toujours pas sympathique, je vous le rappelle, ce qui n'est pas optimal pour s'endormir, comme nous venons d'en discuter juste avant. Une manière possible pour régler en partie ce problème et qui a été testée dans une étude est de recracher, de vomir entre guillemets, tout ce qui vous stresse et tout ce qui vous rend anxieux sur une feuille de papier et de faire ça 3 ou 4 heures avant de vous coucher. Pas juste avant de vous coucher parce que sinon ça ne marchera assurément pas. Cette étude où les participants ont donc appliqué cette méthode a montré que cela impliquait dans plus de 50% des cas un endormissement plus rapide des participants. Et si cela n'est pas suffisant, que ce soit pour vous endormir ou pour vous rendormir au milieu de la nuit, il faut faire sortir votre esprit de lui-même et il y a pour cela de nombreuses choses que vous pouvez faire. La première, bien sûr, c'est de méditer. Voilà, pratiquer la méditation. Avant de dormir, on ne dit pas de faire 1 heure ou quoi que ce soit de méditation, voilà, 10 minutes, ça suffira amplement. Pas plus, vraiment, 10 minutes, ça suffit. Vous pouvez faire plus si vous avez envie, mais ça n'est pas nécessaire. Autre chose, le scan corporel, donc en fermant les yeux, en commençant par la tête et en essayant de détendre toutes les parties tendues de votre corps. Voilà, vous allez faire un peu l'inventaire de tous les membres de votre corps, certains muscles, certains os peut-être, etc. Bref, un peu tout votre corps, vous allez scanner pour sortir votre esprit de lui-même et avec un peu de chance, vous n'arriverez pas au bout du scan parce que vous vous serez endormi avant. Vous pouvez aussi faire une balade mentale extrêmement détaillée, c'est-à-dire s'il y a une balade, s'il y a un chemin que vous faites tous les jours, que vous connaissez comme votre poche, vous le faites de manière très détaillée. Par exemple, je prends les clés qui sont accrochées au mur, je les rentre dans la serrure, je tourne 2 fois, j'enlève la clé. J'enlève la clé, j'ouvre la porte, je la referme derrière moi, je referme à double tour, je range mes clés dans mon sac à dos, puis je marche, je descends les escaliers, je traverse la rue en faisant attention de ne pas me faire écraser, et vous faites ça de manière extrêmement détaillée, et encore une fois, avec un peu de chance, si votre balade est suffisamment longue, en fait, vous arriverez jamais au bout parce que vous vous serez endormi avant. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est du travail respiratoire. Donc là, c'est pas de la méditation, c'est vraiment juste utiliser des techniques de respiration afin de vous endormir. Alors pour ça, j'ai partagé dans la description de cet épisode un article donc qui vient de Oura. Donc Oura, c'est une marque avec laquelle je n'ai absolument pas de partenariat, euh, pas encore du moins. Donc Oura, j'ai moi-même, donc une bague pardon, c'est une, bague connectée donc, hein, qui prend les données, biométriques et notamment pour le sommeil et puis ils envoient de temps en temps des petits mails et ils ont pas mal d'articles, sur le sommeil et sur des plein de petites méthodes qui peuvent être intéressantes pour s'endormir. Donc en termes de, techniques de respiration, je vous ai donc partagé le document, il est en anglais donc pour ceux qui ne s qui ne savent pas lire l'anglais, vous pouvez peut-être traduire la page, ouais, vous pouvez carrément traduire la page parce que c'est génial. Donc vous pouvez traduire la page, moi je vous mettrai d'ailleurs peut-être le lien en français, mais je ne sais pas si j'y penserai. Bref, vous pourrez traduire la page quand même. Dans cet article-là, il nous donne 5 techniques de respiration qui peuvent vous aider à vous endormir. La première, qui est peut-être la plus connue, c'est une technique de respiration dite 4-7-8.
Donc, pourquoi 4, 7, 8? Parce que vous allez inspirer. Hem, alors d'abord, pardon, vous allez d'abord totalement expirer, par votre bouche tout l'air que vous avez avant de commencer. Ensuite, vous allez fermer votre bouche et vous allez respirer, entièrement par le nez en comptant 4 secondes. Ensuite, vous allez retenir votre respiration pendant 7 secondes, puis vous allez expirer pendant 8 secondes. Donc, vous inspirez par le nez pendant 4 secondes, vous retenez votre respiration pendant 7 secondes et vous expirez par la bouche pendant 8 secondes. Et vous faites ça 4 fois. Et donc avec ça, vous allez suffisamment normalement, eh bien, calmer votre corps, détendre votre corps, et ça va vous permettre de vous endormir dans les minutes ou dizaines de minutes, dans la dizaine de minutes qui arrivent. Une autre méthode s'appelle la respiration diaphragmatique. Donc, cette méthode, en quoi elle consiste? Vous pouvez, pour la pratiquer, donc vous asseoir sur une chaise avec le dos droit ou tout simplement mettre votre dos sur une surface plate avec vos genoux pliés par exemple. Donc, si vous êtes sur votre dos, eh bien, vous pouvez considérer l'utilisation d'un coussin sous votre tête et sous vos genoux pour plus de confort. Donc, ce que vous faites ensuite, c'est de placer une main, vous placez une de vos mains contre votre poitrine et vous la placez à plat. Et l'autre main, vous la placez sur votre estomac, juste en dessous de la cage thoracique du coup. Vous prenez une inspiration lente et profonde, bien sûr par le nez, pendant à peu près 4 secondes encore. La main qui est sur, votre poitrine, elle doit rester, hem, eh bien, à sa place, elle doit pas bouger, elle doit pas monter ni descendre. Alors que l'autre, qui est sur votre abdomen, elle doit, monter avec votre inspiration. Ensuite, vous allez, eh bien, contracter vos muscles abdominaux et vous allez encore une fois, retenir votre respiration pendant à peu près 2 secondes. Puis vous allez, expirer doucement, donc, heu, par votre bouche avec des lèvres, assez fermées pendant à peu près 6 secondes. La main sur votre estomac, encore une fois, elle doit retourner, donc là, elle doit descendre, elle doit retourner à sa position initiale, donc elle doit redescendre, pendant que l'autre main ne doit toujours pas bouger. Et puis, vous pouvez donc répéter ce cycle de respiration, donc 4 secondes d'inspiration, 2 secondes où on retient et 6 secondes d'expiration. Vous pouvez donc, répéter ce cycle, pendant, jusqu'à 15 minutes si vous le souhaitez. Vous pouvez faire un peu moins, vous pouvez, aller jusqu'à 15 minutes. Troisième méthode de respiration, c'est la respiration dite alternée, alternate nostril breathing en anglais. Et alors je ne sais pas ce que c'est, ça doit être des termes de yoga certainement, mais j'ai un terme de yoga aussi, c'est le Nadi Shodhana Pranayama. Voilà. Bref, la respiration alternée, en quoi ça consiste? C'est pas compliqué. Première étape, vous placez, votre pouce droit sur votre, sur votre narine droite, pardon, de manière à ce que vous, eh bien, fermiez cette narine, voilà, qu'il y ait plus d'air qui puisse passer par cette narine. Deuxième étape, vous allez prendre une grande inspiration par votre narine gauche. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire?
Eh bien, c'est pas compliqué. Vous allez retenir votre respiration pendant à peu près 2 secondes et puis vous allez ensuite enlever votre pouce pour réouvrir votre, narine droite et prendre, donc une expiration lente et profonde. Une fois que vous avez entièrement expiré, vous refaites la même chose de l'autre côté. Donc, vous fermez votre narine gauche avec votre pouce gauche, vous inspirez profondément par la narine droite, et puis ensuite vous relâchez, enfin vous bloquez votre respiration pendant environ 2 secondes, vous relâchez votre narine gauche, vous expirez lentement et profondément. Avant-dernière technique de respiration possible, c'est le souffle de bourdonnement, en anglais the bee humming technique, ou en yoga Brahmari Pranayama, pardon. Donc, cette technique de souffle de bourdonnement, comment est-ce que vous pouvez la pratiquer? Tout simplement, encore une fois, vous vous asseyez de manière droite dans un endroit calme et vous allez fermer vos yeux et vous allez, eh bien, prêter attention, aux différentes sensations que vous ressentez dans votre corps. Vous gardez bien sûr vos yeux fermés et tout en gardant vos yeux fermés, vous allez mettre votre, index, heu, enfin vos index du coup, hein, vous en avez 2 évidemment, sur vos oreilles, sur le cartilage entre, votre oreille et votre joue, donc de manière à fermer vos oreilles. Vous allez, inspirer, profondément et puis, pendant que vous êtes en train d'inspirer, et qu'en même temps vous êtes en train d'appuyer donc sur ce cartilage, il faut que vous fassiez un bruit donc de, bourdonnement comme une abeille, en fait. D'où le nom de la méthode. Donc vous pouvez continuer, pendant que vous faites ça, vous pouvez continuer de presser le cartilage, ou vous pouvez, le presser, relâcher un peu, le represser, le relâcher un peu, heu, pendant que vous êtes en train de faire ce bruit, enfin ce bourdonnement. Et donc, ben, vous faites ça. Ensuite, vous pouvez donc, expirer, de manière, normale et puis vous pouvez, répéter cette opération, pendant, 3 ou 4 fois, et jusqu'à 9 fois. Heu, mais il faut donc que vous vous placiez, hein, encore une fois, dans un environnement calme pour faire ça. Enfin, la dernière technique de respiration que je vais donner ici, c'est, la respiration brillante du crâne ou, Kapalbhati Pranamaya. Donc, cette technique, comment la performer? Eh bien, c'est pas compliqué. Vous vous asseyez, dans une position confortable avec votre dos droit encore une fois. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise ou, en ayant les jambes ou en tailleur sur le sol. Dans tous les cas, vous voulez avoir du tissu pas loin de vous, parce que, cette technique va aussi donc, vous, nettoyer vos sinus. Heu, donc ça veut dire que enfin voilà, vous voulez un peu enfin en fait, vous voulez des mouchoirs surtout, pas forcément un tissu, mais surtout des mouchoirs, parce que, bah, comme vous allez, nettoyer vos sinus et ben, ça peut devenir un peu, le bazar. Donc ce que vous faites, c'est que vous posez vos mains sur vos genoux, avec les, paumes de vos mains qui sont dirigées vers le plafond, vers le haut. Elles sont pas contre vos genoux, c'est le dos de votre main qui est posé sur votre genou. Vous prenez une inspiration profonde et puis vous commencez donc à, ensuite, après avoir fini votre inspiration, vous commencez à expirer et pendant que vous expirez, et bien, il faut que vous contractiez votre ventre pour pousser, hem
pour pousser, pour pousser de l'air en fait, pour pousser l'air de vos poumons et puis ensuite vous, relâchez cette contraction, rapidement, de manière à ce que en fait ça, r vous respiriez un peu, hop, d'air dans vos poumons. Vous faites ça, 20 fois à peu près, et après ce premier round, de 20 respirations, vous fermez vos yeux et vous prenez un peu de temps pour vous, relâcher et puis, vous prêtez attention, aux sensations dans votre corps. Vous pouvez, donc ensuite, faire 2 autres rounds pour finir la pratique. Bon, cette technique, elle est assez, complexe à décrire. Je pense que c'est, plus facile si vous allez regarder, peut-être des vidéos, explicatives parce que c'est vrai que c'est, assez compliqué de se visualiser, cette chose. Mais voilà, il faut savoir que ce sont des techniques qui existent. Donc voilà pour, les choses que vous pouvez faire pour vous endormir plus rapidement. Méditation, scan corporel, balade mentale extrêmement détaillée et du travail respiratoire. Bien. Concernant la régularité, de nombreuses études ont montré que les personnes les plus régulières dans leurs horaires de sommeil avaient un taux de mortalité du cancer, de maladies cardiovasculaires et même un taux de mortalité en général grandement inférieur aux personnes qui ne sont pas régulières. Et ce, peu importe la quantité de sommeil. C'est-à-dire que la régularité est bien plus importante que la quantité de sommeil. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous ne pouvez pas vous en tirer avec 4 ou 5 heures de sommeil par nuit, même si vous êtes la personne la plus régulière du monde sur vos horaires. C'est juste que, voilà, sur une courte période, la durée de l'expérience, eh ben, ils ont même fait le test de voir si des gens qui ne dormaient que 4 ou 5 heures par nuit en étant très réguliers, avaient plus de chances de mourir ou non. Et il s'avère que, bah, non, la régularité, elle est clé. Donc c'est vraiment un des 4 macros du sommeil. Les 4 sont ultra importants, et la régularité, c'est peut-être le plus important des 4, hein, un peu comme le sommeil est le pilier de la santé, peut-être le plus important des 4. Et comme nous en avons parlé dans un épisode du podcast concernant donc la santé mentale, le sommeil joue un rôle majeur dans sa préservation, car il régule votre réponse et votre stabilité émotionnelle. Si vous manquez de sommeil, cela va faire que vous n'allez plus être en mesure de ressentir les choses positives telles qu'elles sont, comme si vous ne les voyez plus. Cela s'appelle l'anédonie. Donc anédonie, ça veut dire l'absence de plaisir, puisque hédonisme, c'est le plaisir. Donc, l'anédonie, c'est tout simplement le principe sous-jacent, hein, de la dépression, notamment. Et comme nous l'avons déjà évoqué aussi, il n'y a pas une seule maladie mentale ou un seul problème psychiatrique pour lesquels le sommeil de la personne atteinte par ces problèmes est normal. Pour revenir à la régularité, le plus souvent, si les personnes ne sont pas régulières, c'est surtout au niveau de leurs horaires de coucher, car, par exemple, elles regardent un épisode de plus de leur série du moment, empiétant ainsi sur leur temps potentiel de sommeil, car le matin, en général, même si l'envie de se lever n'est pas là, la plupart du temps, il n'y a pas le choix, et ce, surtout en semaine. Pour remédier à ce que les docteurs et les chercheurs appellent la procrastination du sommeil, ce que vous pouvez faire, c'est mettre une alarme 30 minutes avant votre heure de coucher, en plus donc de celle que vous mettez éventuellement pour vous réveiller. Et dès que cette alarme du soir sonne, vous allez diminuer l'intensité lumineuse de moitié dans la pièce dans laquelle vous êtes, si ça n'a pas déjà été fait. Idéalement, vous arrêtez de regarder tout écran, mais si vous tenez vraiment à finir votre épisode dans les 30 prochaines minutes, mettez simplement votre téléphone ailleurs, dans une autre pièce, loin de vous, afin qu'il ne vous soit pas accessible.
En effet, nous pensons tous que c'est la lumière bleue qui nous empêche de bien dormir, et il est vrai qu'une trop forte exposition ou une exposition prolongée à de la lumière bleue, juste avant de dormir, ça va bloquer la libération de mélatonine dans votre corps. La mélatonine, hein, hormone qui vous donne la sensation de fatigue. Et cette lumière bleue, elle perturbe indéniablement votre sommeil. Sauf qu'en fait, ce n'est pas vraiment la lumière bleue qui est la principale source de problème et qui vous empêche de dormir, c'est plutôt le fait que les téléphones sont des aspirateurs d'attention, et ce, par conception, par nature. Et par conséquent, lorsque vous l'utilisez avant de dormir, votre cerveau est tellement actif et votre cerveau est tellement activé que cela va masquer les effets du sommeil et donc vous n'allez pas avoir envie de dormir. Et puis, concernant les écrans et la lumière, certains et certaines d'entre vous pourraient à juste titre se demander si lire des livres avec une liseuse le soir avant de se coucher est une bonne idée. Déjà, pour n'importe quelle lecture, digitale ou non, le contenu de ce que vous lisez est important. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui active fortement votre cerveau, comme de la philosophie que vous essayeriez, que vous essayeriez, pardon, de comprendre, ou tout autre texte pour lequel il faut faire un effort pour assimiler son contenu. Mais pour en revenir à la liseuse, si vous mettez un texte en blanc ou en crème sur un fond noir, alors c'est parfait et vous n'aurez normalement aucun problème pour votre sommeil. Pour ce qui est de votre téléphone, si vous ne le mettez pas hors de votre chambre, et je comprends tout à fait, car moi aussi je le garde sur ma table de nuit pour mon alarme le matin, essayez du moins d'avoir une application ou d'activer la fonctionnalité si elle existe déjà sur votre appareil permettant de mettre l'écran en noir et blanc. Et je peux vous confirmer, pour avoir activé cette fonctionnalité depuis plus d'un an, que vous allez être surpris d'à quel point vous aurez beaucoup moins envie de cliquer compulsivement sur n'importe quelle application, car bah, elles ont toutes la même couleur avec ce mode. Aucune ne se démarque des autres. Et quand vous cliquez sur une application, c'est en général parce que vous en avez vraiment envie et pas parce que la couleur et la forme de son logo vous ont poussé à cliquer dessus inconsciemment. Cela va vous redonner du contrôle sur votre téléphone et il ne vous contrôlera plus autant qu'avant, ce qui est ma foi très appréciable. Et une autre chose que vous pouvez aussi essayer de faire, et je sais que c'est compliqué aussi, mais déjà n'ayez pas de réveil dans votre chambre. En fait, n'ayez aucun moyen de connaître l'heure. Aucun. Il faut pas que si vous vous réveillez pendant la nuit, il ne faut pas que vous sachiez à quelle heure vous vous êtes réveillé. Donc si vous avez votre téléphone, ne le regardez pas. Ne regardez pas l'heure qu'il est. Et enlevez tout appareil pouvant vous donner l'heure dans votre chambre. Et évitez d'aller regarder l'heure sur le four ou le micro-ondes en vous levant de votre chambre. Parce que bah, ça va pouvoir engendrer et bien du stress, de l'anxiété, parce que vous vous dites: «Ah mince, demain j'ai une réunion super importante, là il est 2 heures, j'arrive pas à dormir, c'est la cata, comment je vais faire?» Du coup, vous allez ruminer, ruminer, ruminer et puis vous allez pas réussir à dormir, vous allez passer une super mauvaise nuit. Donc c'est pas bon. Donc forcez-vous à, ne pas regarder l'heure, même si vous vous réveillez pendant la nuit, même si, vous êtes en train de faire une mini insomnie en plein milieu de la nuit. Moi, ça m'est déjà arrivé, ben, vous vous levez, voilà, parce que si ça fait 1 heure que vous êtes en train de tourner dans votre lit, levez-vous, changez de pièce, allumez une lampe, une lampe douce qui va généralement se trouver en dessous de vous, et pas au-dessus, pour éviter de perturber vos hormones et lisez un livre ou juste reposez-vous, voilà, asseyez-vous, reposez-vous. Soyez OK avec le fait de simplement se reposer et pas forcément de dormir. C'est très compliqué, ça, j'en ai conscience, mais il faut faire cet effort-là et ne pas regarder l'heure, c'est assez important, vraiment.
Pour ce qui est du dernier macro du sommeil, hein, le timing, comme je vous l'ai dit, il est lié à votre chronotype. Donc, à est-ce que vous êtes plus du matin, du soir ou entre les deux? Et on sait que c'est important car il y a au moins 22 gènes dans notre ADN qui sont impliqués dans le chronotype, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas le choisir, comme je vous l'ai dit. Il est déterminé génétiquement dès votre naissance. Et pour le connaître, vous pouvez faire des tests en ligne. euh, donc en anglais, vous pouvez faire des tests si vous parlez anglais ou si vous arrivez à traduire la page. Donc des MEQ tests, donc MEQ euh, tests. Donc ça veut dire Morning, Evening Questionnaire. Donc voilà, ce sont des questionnaires hein, généralement. Ou simplement, vous pouvez rechercher hein, sur n'importe quel navigateur, questionnaire chronotype, et vous devriez facilement en trouver un faisable en quelques minutes seulement. Mais vous avez, comme je vous l'ai dit, aussi déjà plus ou moins une idée de votre chronotype par instinct, et cela peut aussi être déterminé en se demandant à quelle heure votre corps et non vous, hein, car nous sommes biaisés finalement par la société. Donc, à quelle heure votre corps voudrait s'endormir et se réveiller si vous étiez, je reprends le même exemple, hein, sur une île déserte, sans aucun moyen de connaître l'heure. Voilà, vous n'avez pas d'horloge, pas de montre, pas de téléphone, rien. Et voilà, vous n'avez pas de raison, pas quelque chose pour laquelle vous devez vous lever le matin, comme votre travail actuellement. Bref, à quelle heure votre corps est-ce qu'il aurait envie d'aller dormir? Quand vous êtes aligné avec votre biologie, vous allez avoir un super combo de quantité et de qualité de sommeil. Mais si, comme beaucoup de personnes sont forcées de le faire à cause du mode de fonctionnement de nos sociétés, si vous luttez contre votre horloge biologique en vous couchant plus tôt que ce que votre corps voudrait pour pouvoir vous lever plus tôt le lendemain pour aller travailler, tout en ayant suffisamment passé de temps dans le lit, alors que vous êtes quelqu'un du soir, ou même un neutre, si vous couchez trop tôt, eh bien, vous allez perdre la bataille contre votre biologie, et vous allez même penser que vous êtes insomniaque, car à chaque fois, sur les 2 premières heures, quand vous êtes dans votre lit, vous n'êtes pas fatigué et vous n'arrivez pas à trouver le sommeil. Alors qu'en fait, vous n'êtes pas insomniaque, hein, c'est juste que vous n'êtes pas aligné avec votre biologie. Mais comme je l'ai dit, ben, c'est pas de votre faute en fait, c'est plutôt de la faute de la société, au final. Une bonne manière pour savoir si vous êtes en accord ou non avec votre biologie en termes d'horaire de lever, est de savoir, admettons, de savoir si, admettons que votre alarme ne sonne pas demain matin pour une quelconque raison. Est-ce que vous dormirez encore après l'heure de l'alarme, ou est-ce que votre corps se réveillerait quand même naturellement vers cette heure-là? Car si vous dormirez encore, bah, cela implique sans doute que votre corps n'en a pas fini avec le sommeil, et que, enfin, comme vous pouviez le penser en fait. Et vous pouvez d'ailleurs faire des tests pour le vérifier et pour connaître l'heure optimale de réveil naturel de votre corps, c'est-à-dire l'heure à laquelle vous vous réveillez à chaque fois sans alarme. Donc ça, bah, vous pouvez faire un test hein, si vous avez par exemple des vacances, voilà, 2-3 semaines de vacances là. Vous vous dites, ok, bah vas-y, on va voir. Je mets pas d'alarme. Je me couche à peu près toujours aux mêmes horaires que d'habitude, et je vois à quelle heure je me réveille. Voilà, à quelle heure je me réveille naturellement, et puis en fait, comme ça peut vous permettre de connaître à peu près votre chronotype. On va maintenant aborder le sujet de l'âge et du sommeil, parce que avec l'âge, la quantité et la qualité du sommeil deviennent plus compliquées à atteindre dans les mêmes proportions lorsqu'on a 60, 70 ou 80 ans que lorsqu'on a 20, 30 ou 40 ans. Mais cela ne veut pas dire que les personnes âgées ont besoin de moins de sommeil que les autres, c'est juste que leur cerveau et leur corps ne sont plus capables de générer suffisamment de sommeil. Mais ce n'est pas parce que les personnes âgées dorment en moyenne moins que les autres qu'elles ont besoin donc de moins de sommeil, comme on peut entendre certains le dire. C'est comme si on disait que parce que les personnes âgées ont une masse musculaire plus faible que les autres, que c'est parce qu'elles ont besoin d'avoir moins de muscles que les autres, ce qui est relativement absurde parce que bah, les muscles, vous en avez besoin à tout stade de votre vie.
Le problème avec l'âge est que notre cerveau ne s'atrophie pas de façon homogène. Il y a des zones qui se dégradent plus vite que d'autres, comme c'est le cas pour le cortex préfrontal qui est responsable du sommeil profond, ce qui fait que au plus on vieillit, au moins on dort profondément, au plus notre sommeil est léger et au plus on est donc sujet à se réveiller au cours de notre nuit et d'avoir un sommeil fragmenté. De plus, les niveaux de mélatonine ne se comportent plus comme avant, c'est-à-dire avec un grand pic au moment de s'endormir, puis une diminution progressive au cours de la nuit. Là, ils vont rester relativement stables et faibles. On observe en fait une sorte de plateau, quoi. Ça va légèrement augmenter, puis ça va faire une sorte de plateau, quoi. Enfin, il y a aussi la variation des horaires de coucher et de lever liés à votre chronotype. En effet, si vous avez un chronotype de type neutre, par exemple, cela est inscrit en vous depuis votre naissance. Mais lorsque vous aviez 7-8 ans, il n'y avait plus personne après 21 heures et vous vous réveillez naturellement vers 6 heures, 6h30. Puis, lorsque vous êtes devenu adulte, ces horaires, ils ont évolué. Un tout petit peu, mais ils ont évolué pour aller de 22h30, 23 heures pour l'heure de coucher et jusqu'à 7 heures, 7h30 pour l'heure de lever. Puis, lorsque vous serez âgé, eh bien, en fait, vous allez régresser dans vos horaires et revenir vers ceux de votre enfance au final. Donc, on observera toujours, bien sûr, des variations entre les individus. Il y aura ceux qui se coucheront à 20 heures et ceux qui le feront à 22h30. C'est juste qu'en fait, les horaires se seront décalés pour tous les chronotypes. Donc, en fait, en soi, il y a toujours, bien sûr, les chronotypes. Il y aura toujours des gens du soir, des neutres et des gens du matin. Mais comme pour les enfants, en fait, les horaires, ils vont se décaler vers des horaires plus tôt pour un peu tous les types. Alors qu'à l'âge adulte, ça se met un peu plus tard. Il y a de légères variations. Pour ce qui est des ronflements, si en utilisant l'application iRonfle, donc iRonfle, petit i, et puis R majuscule, et ensuite onfle, il ronfle. Si en utilisant cette application avec laquelle, encore une fois, bah, j'ai pas de lien, si en l'utilisant vous vous rendez compte que vous faites de l'apnée du sommeil, allez consulter au plus vite pour vous faire soigner et pour vous faire suivre, et ainsi littéralement gagner des années d'espérance de vie. De plus, je l'ai déjà dit sur le podcast, mais si vous faites de l'apnée du sommeil, évitez de dormir sur le dos autant que possible. Si vous constatez que vous avez seulement des ronflements légers, ce qui a tendance à arriver avec l'âge, car nos muscles se détendent bien sûr, alors vous pouvez chercher à obtenir un appareil mandibulaire. Tout ça peut vous permettre de vivre plus longtemps, ce qui est déjà très cool, mais de vivre plus longtemps en bonne santé et sans maladies qui viennent vous pourrir la vie, ce qui est évidemment encore mieux. On va terminer cet épisode. Alors je dis terminer, on est à 52 minutes. On va le terminer et ça va peut-être me prendre 20 minutes à faire la conclusion de cet épisode. Mais le dernier sujet que l'on va aborder aujourd'hui, c'est un sujet qu'on a vite fait aborder dans les épisodes précédents, mais on n'était pas allé autant en détail. Donc là, on va y aller. Et ça concerne donc le sommeil et la vie de couple, tout simplement. Parce que tôt ou tard, la plupart des êtres humains, peu importe leur orientation sexuelle, seront amenés à partager éventuellement leur chambre, leur lit avec leur partenaire. Donc, ben, c'est important de savoir quoi faire et comment faire pour garder un sommeil de qualité. Parce que vous le savez, dormir avec quelqu'un dans le même lit peut négativement impacter votre sommeil. Et en général, ça l'impacte négativement dans presque tous les cas, de manière objective encore une fois, et pas forcément de manière subjective. Les raisons principales qui font que dormir avec quelqu'un perturbe votre sommeil est qu'il y a d'abord la fameuse bataille territoriale pour la couette. Puis, il y a aussi les mouvements de l'autre,
qui vous réveillent ou du moins qui vous font passer dans un sommeil plus léger. Et le dernier point, ce sont les ronflements, bien sûr, qui réveillent et qui gênent pour se rendormir. D'où l'importance de traquer, ces ronflements pour, potentiellement, eh bien, y remédier. Cependant, il y a des couples qui dorment extrêmement bien ensemble et qui ne relèvent pas de problèmes liés, à l'autre dans la nuit et personne, ne doit changer, d'endroit pour dormir en cours de nuit. Malgré cela, toutes les études montrent qu'objectivement, c'est-à-dire quand on mesure tous les facteurs de sommeil grâce à des capteurs, comme je l'ai dit, dormir, dormir avec quelqu'un dans le même lit va en moyenne réduire la qualité de votre sommeil comparé à si vous dormiez seul. Donc de manière subjective, et je connais des gens pour qui c'est le cas, ils ont l'impression de mieux dormir quand ils sont avec leur partenaire. Cependant, d'une manière objective, si on compare une nuit de sommeil de ces personnes avec leur partenaire et une nuit de sommeil de ces personnes seules, de manière objective, on trouvera que quand elles sont seules, elles ont un sommeil de meilleure qualité que quand elles sont avec l'autre, même si en ressenti, c'est pas le cas. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. En revanche, voilà, comme je l'ai dit, de manière subjective, hein, il y a une bonne moitié, hein, des personnes qui vont affirmer qu'elles dorment bien mieux quand elles sont avec leur partenaire que sans. Et donc, ça peut s'expliquer par eh ben, un facteur sociétal qui fait que l'on croit qu'il faut obligatoirement dormir dans le même lit que son partenaire lorsqu'on vit avec, que c'est finalement le comportement normal ou que cela peut être, en fait, cela, ça peut être aussi lié à un sentiment de sécurité. Certaines personnes se sentent plus en sécurité lorsqu'elles partagent leur lit avec leur partenaire ou alors ça peut être pour des raisons, plus intimes aussi. Ce qui est sûr, c'est que pour les hommes et les femmes, si vous dormez moins à cause du fait que vous partagez votre lit avec votre partenaire, vous allez avoir vos niveaux d'hormones sexuelles qui vont fortement diminuer. C'est-à-dire que si vous êtes actuellement dans votre vingtaine, au bout de seulement 5 mauvaises nuits, donc c'est pas beaucoup, hein, par exemple 5 nuits à ne dormir que 5 heures, et ben, en fait, vous aurez des niveaux d'hormones, sexuelles d'une personne âgée de 10 ans de plus, c'est-à-dire, heu, une trentenaire finalement. Ce qui réduit votre libido, votre désir sexuel ainsi que votre plaisir sexuel. Donc en gros, votre expérience sexuelle est grandement diminuée par, eh bien, un manque de sommeil. Chaque heure de sommeil en plus que, peut dormir une femme va augmenter son désir d'avoir une relation intime avec son ou sa partenaire de 14, ce qui n'est pas négligeable. Donc messieurs, vous savez ce qu'il reste à faire. Certes, la doxa veut que l'on, dorme avec son ou sa partenaire, mais les données montrent qu'il vaut mieux dormir séparément, c'est-à-dire ne pas dormir dans le même lit, pour le bien-être du couple au final, car le sommeil va restaurer les réserves et les niveaux d'hormones sexuelles et de libido. Quand, les 2 membres du couple dorment bien, leur vie intime se porte mieux et est bien plus agréable et plaisante pour les 2. Par exemple, pour les femmes, bien dormir implique une meilleure lubrification vaginale, ce qui rend l'acte plus plaisant. Et pour les hommes et pour les femmes, la sensibilité génitale est également accrue par un bon sommeil, ce qui va décupler à la fois le plaisir, enfin aussi le plaisir dans les relations intimes. Il y a aussi une composante psychologique. Lorsqu'un couple dort mal, par exemple parce qu'ils dorment ensemble dans le même lit, leur sensibilité empathique est émoussée. Par conséquent, cela entraîne des désaccords et des disputes plus fréquentes dans leur relation. Et ce, en fait, c'est dû au fait que le cortex préfrontal s'occupe aussi de la gestion des conflits. Sauf que si vous manquez de sommeil, il va être fortement impacté par ce manque de sommeil, ce qui fait que votre partenaire, au lieu d'être un coéquipier, sera plus un adversaire pour vous. Ce qui peut conduire, par exemple, au ressentiment, d'où en fait les disputes. Donc, il y a un adage en anglais, parce que vous savez que les Anglais, ils adorent les trucs qui riment.
Et donc c'est shorter nights, greater fights. Donc des nuits plus courtes et des combats, enfin des disputes plus grandes. Ça claque moins en français parce que bah, ça rime pas, évidemment. On pourrait peut-être trouver une formule qui rime, mais j'ai pas que ça à faire, hein. Je vais pas vous mentir. Bon, bref, si vous souhaitez tester cette réparation, mais que cette réparation, ouais, bien sûr, cette séparation, pardon, mais que vous ne savez pas comment en parler à votre partenaire, vous pouvez adopter une approche de curiosité et une approche qui est non menaçante en disant comme quelque chose du style dis-moi chérie, as-tu déjà pensé qu'on pourrait dormir dans des lieux différents? Pièces ou lits différents, bien sûr, faut préciser quand même. Heu, Comme ça, on dort mieux tous les 2 et par conséquent, on est mieux quand on est ensemble. Serais-tu ouvert ou ouverte à la possibilité de tester, sur les 2 prochaines semaines cette approche? Et si on se rend compte au bout de ces 2 semaines, que ça fonctionne pas pour nous, on revient comme avant et on dort de nouveau ensemble dans le même lit? De cette manière, cela fait que, en fait, votre proposition, elle ne présente, bah, aucun risque, vraiment, enfin, pour votre partenaire. Il se sent pas, il ou elle ne se sent pas menacé au final, parce que, et donc, en fait, bah, votre partenaire a bien plus de chances d'accepter cette proposition. Donc simplement, voilà, en évoquant la possibilité de dormir soit dans une pièce séparée, soit simplement avec des lits séparés, donc le sommier, le matelas séparé. Hem Et donc vous dites ça et puis vous voilà, vous imposez une, période de test, assez courte, voilà 2 semaines, et puis au bout des 2 semaines, comme ça vous êtes fixés. Soit vous allez garder ça pour le restant de vos jours, soit, vous revenez comme avant et puis, voilà, il y aurait eu juste 2 semaines, où potentiellement, vous aurez pas kiffé. Mais bon, bref. C'est toujours, voilà, des approches, des tests, toujours des choses intéressantes à faire. Si vous décidez de dormir dans des pièces, séparées, vous pouvez mettre en place, bien sûr, une sorte de rituel avant de vous coucher avec, des câlins, des bisous, tout ce que vous voulez d'autre aussi, car c'est généralement, en fait, cela qui gêne le plus quand on fait ce genre de choses, c'est le fait de ne plus avoir ces moments avant de se coucher et après le réveil, car, bah, pour le reste, en vrai, on s'en fiche car on est en train de dormir. Donc on est inconscient, donc qu'il y ait quelqu'un ou pas à côté de nous, on s'en fiche un peu. Donc pour le matin, vous pouvez faire aussi la même chose avec la personne qui se réveille en dernier, qui peut, appeler directement ou bien, par exemple, envoyer un message à l'autre en lui disant de le ou la rejoindre, pour, voilà, instaurer encore une fois, hein, vous pouvez instaurer une petite routine comme ça, au moment du réveil avec, voilà, celui qui s'est réveillé en premier, s'il a eu le temps, il a préparé, le petit déjeuner, tout ça, bref, vous connaissez, la chanson. Et bien sûr, si vous ne voulez pas dormir dans 2 pièces, séparées, ou que vous ne le pouvez tout simplement pas, vous pouvez par exemple coller bien sûr 2 lits, une place l'un à l'autre ou à minima si vous ne voulez pas acheter ni lit, ni de lit, ni de matelas, avoir chacun sa couette, ou son drap peut être déjà un bon début. Parce que bien sûr, j'ai bien conscience que, pas tout le monde a, la possibilité, les moyens financiers de racheter, 2 lits, surtout si c'est pour 2 semaines. Donc déjà, vous pouvez commencer par chacun sa couette, chacun son drap. Comme ça, bah, déjà, il y a un des 2 aspects qui est, la guerre territoriale qui est déjà couvert. Voilà, parce que, bah, chacun aura, sa couette. Donc pour terminer, comme nous l'avons, évoqué, bien dormir fait que, le sexe va être plus plaisant pour les couples, mais le sexe, il impacte aussi le sommeil. En effet, peu importe le moment de la journée pendant lequel l'acte est, performé, tant en fait qu'il y a un orgasme, les chercheurs ont constaté une augmentation de l'ordre de 70 de la perception subjective d'avoir bien dormi lors de la nuit suivante. Plus précisément, 64 d'augmentation chez les femmes et 72 chez les hommes. De légères variations entre les sexes, mais tout de même une amélioration globale pour les 2 sexes assez remarquable.
Pour ceux, qui n'ont pas de partenaire sexuel, eh ben, pas de souci, en attendant d'en avoir un, tout n'est pas perdu parce que la masturbation jusqu'à l'orgasme provoque elle aussi une augmentation, elle est un peu plus modérée, hein, elle est de l'ordre de 50, donc au niveau de cette sensation subjective d'avoir bien dormi. Cela est dû aux hormones qui sont libérées dans votre organisme, après avoir eu un orgasme, comme, l'ocytocine par exemple, et aussi au fait que vous passez dans un état, en fait vous passez pardon d'un état très activé, donc vous passez du système nerveux sympathique avant l'orgasme, à un état calme et relaxant après l'orgasme, donc vous passez sur le système nerveux parasympathique. Et en plus, quand vous êtes avec quelqu'un, donc il y a aussi les hormones prosociales, hein, donc prosocial hormones en anglais. Ces hormones-là, elles viennent s'ajouter, d'où le passage en fait de 50 à 70 de ce ressenti subjectif. Mais donc, c'est quand même une amélioration qui est pas, négligeable. Donc voilà, si vous avez pas de partenaire sexuel, bah, en attendant d'en avoir un, la masturbation, peut être une alternative. Après bien sûr, heu, même si et c'est surtout pour les hommes ça, même si c'est, compliqué, d'éviter la pornographie vraiment, bah, il est très important, de l'éviter au maximum, heu, parce que, bah, ça va provoquer une dépendance, ça peut provoquer des problèmes sexuels derrière, avec son ou sa partenaire, donc une expérience sexuelle derrière qui est, moins bonne et puis des problèmes, aussi, bah, mentaux, hein, parce que c'est une addiction et cetera et puis, comme la plupart d'entre nous l'avons, expérimenté quand on s'adonne à ce genre de pratique et ben, dans l'instant, on prend un peu de plaisir et puis dès que c'est terminé, on regrette immédiatement. Il y a ce sentiment de culpabilité, bref, plein de choses qui sont pas très cool pour notre santé mentale, alors que, ben, si on le fait, à l'imagination, si on le fait sans rien, sans pornographie en tout cas, ça va déjà beaucoup mieux. Donc cet épisode, ce premier épisode sur le sommeil touche, à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Comme d'habitude, je vous remercie pour votre intérêt dans la science et dans la, santé. N'oubliez pas en description, si vous êtes intéressé, il y a le lien vers l'article, pour les techniques de respiration. Hem, pour, notre part, eh bien, on se retrouvera donc, mardi prochain, 18 h, pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers et sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée.